Donc je dirige un cabinet international. On a des bureaux un peu partout. On a des bureaux en Chine, à Shanghai, Hong Kong. On a des bureaux au Brésil. On a des bureaux à Bruxelles, à Paris. Et moi, je m'occupe du Maroc et donc de l'Afrique. Et dans ce cadre-là, on a beaucoup d'investisseurs étrangers qui s'installent ici et qui nouent des partenariats avec des entrepreneurs marocains. Et on a aussi une clientèle marocaine qui part en Afrique subsaharienne. Alors on a des dossiers en Mauritanie, on a des dossiers en Côte d'Ivoire, Sénégal, mais aussi des dossiers en Ouganda et à Djibouti, donc un peu partout. Et dans ce cadre-là, ce que l'on conseille à nos clients, c'est de conclure un pacte d'actionnaires avec les partenaires qui sont identifiés. Pourquoi? Lorsque vous avez une société commune avec un partenaire, vos règles sont régies par les statuts de la société. Donc c'est très bien, ça fonctionne, c'est obligatoire, mais ça reste relativement rigide, c'est-à-dire que les statuts sont la plupart du temps un copier-coller des dispositions légales, et si vous voulez améliorer vos statuts, l'inconvénient des statuts, c'est que c'est public, c'est déposé au greffe, donc vos concurrents pourraient voir ce que vous avez mis en place en termes de gouvernance, d'accord entre les parties, et le fait de passer par un pacte, ça a pour premier avantage d'être discret, ça n'a d'effet qu'entre les parties, mais ça permet de régir un certain nombre de sujets. Ça permet d'une part de mettre en place des règles de gouvernance de l'entreprise commune. Ça permet ensuite de régir les règles relatives au capital de la société, en matière de transmission, on va le voir, et ça vous permet de régir des engagements particuliers, type clause de non-concurrence, etc., que vous ne pourriez pas avoir dans des statuts. Alors, le sujet le plus important, ça reste les règles de gouvernance. Lorsque vous vous associez avec un partenaire, il y a 3 cas de figure. Vous êtes soit majoritaire, soit minoritaire, soit vous avez un 50-50. 50-50 est très joli esthétiquement, ça mérite de la simplicité, parce qu'il est souvent compliqué de démêler les apports respectifs des parties. Le partenaire marocain va apporter son réseau, sa connaissance du terrain. Le partenaire étranger peut apporter une marque, une expertise particulière. Et il est un peu compliqué de se dire, bah, moi ça vaut plus, moi c'est bon. Donc on peut partir sur du 50-50, mais la plupart du temps, notamment lorsque les sujets sont capitalistiques, il y a un majoritaire qui va apporter plus de capital, du financement, enfin peu importe la façon dont ça va être structuré, et puis vous avez un actionnaire minoritaire qui va apporter son expertise pour faire ça. La première des choses, c'est de voir comment est-ce que vous allez organiser le conseil, bonjour madame, le conseil d'administration de la société. En droit des sociétés, c'est l'Assemblée générale des actionnaires qui nomme et révoque les administrateurs. Donc, d'un point de vue théorique, avec 51% des droits de vote en Assemblée générale, vous pouvez nommer 100% des administrateurs. On voit bien que ce n'est pas tout à fait efficient comme mode de gouvernance, parce qu'il faut que tous les partenaires soient représentés au conseil d'administration en fonction de leur poids respectif. Donc, ou pas d'ailleurs, mais vous avez souvent, lorsque vous vous associez avec un fonds d'investissement par exemple qui est minoritaire, il va avoir 1 ou 2 postes au conseil d'administration, et vous, le management opérationnel qui avait la maîtrise de l'outil industriel, vous allez avoir la majorité au conseil d'administration et la possibilité de nommer le directeur général, par exemple. Dans ces cas, le fonds d'investissement peut dire, vous avez le directeur général, mais moi je veux le directeur financier, pour contrôler un peu ce qui se passe, ou pas. À ce moment-là, vous pouvez dire, non, je garde le directeur financier, vous avez simplement un contrôleur financier, ou vous avez au conseil d'administration un comité d'audit que vous dirigez et qui vous permet d'avoir un reporting plus fin que les documents requis par la loi 1795 sur les sociétés anonymes.
Et donc vous pouvez, sur mesure, organiser l'information financière. C'est pas nécessairement les sociétés anonymes, je veux dire un pacte d'actionnaires. Alors non, alors vous pouvez aussi avoir un pacte d'associés dans une SARL. Là, j'ai pris l'exemple d'une société anonyme, mais ça fonctionne de la même manière dans une SARL. Alors là, on n'a pas de conseil d'administration, on a un gérant ou des gérants, et on peut prévoir que chaque partenaire puisse nommer un gérant. S'exprimer en fonction de... Oui, alors, en fait, si vous avez un partenaire étranger, ou si vous allez investir à l'étranger, un conseil d'administration, c'est quand même une enceinte de gouvernance plus efficace qu'une assemblée générale. L'assemblée générale, elle se réunit soit pour approuver les comptes, soit pour modifier les statuts de la société. C'est un peu compliqué à chaque fois que vous avez des décisions managériales à prendre de réunir une assemblée générale. Donc le plus simple, c'est d'avoir un conseil d'administration et vous avez un directeur général et vous pouvez avoir un directeur général délégué, c'est-à-dire que le partenaire peut aussi désigner un directeur général délégué qui a les mêmes pouvoirs de représentation que le directeur général. En d'autres termes, on fait ce qu'on veut. Dans une société anonyme, on peut faire ce qu'on veut. Dans une SARL, l'avantage c'est que les capitaux sont... Enfin, on n'a pas besoin de mettre 300 000 dirhams de capital social comme dans une société anonyme. L'inconvénient, c'est que vous n'avez que deux organes, le gérant et l'assemblée des associés. Alors là, vous pouvez avoir deux gérants, vous pouvez avoir un gérant qui peut représenter la société qui a la signature seule, le deuxième gérant ne peut engager la société qu'avec la signature du premier, vous pouvez avoir les deux gérants qui peuvent signer seuls jusqu'à 1 million de dirhams et une double signature est nécessaire au-dessus du seuil que vous fixez. Enfin, on a une vraie liberté contractuelle dans le pacte d'associés pour les CRL ou le pacte d'actionnaires dans les sociétés anonymes pour organiser sa gouvernance comme on le souhaite. Donc ça, c'est quand même important. Vous pouvez aussi avoir une série de décisions qui ne peuvent pas être prises seules par le directeur général ou par une majorité simple au conseil d'administration. C'est-à-dire qu'il faut l'accord des deux ou des trois partenaires, parce que là, on envisage le cas où il y a deux partenaires, mais ça peut être trois, ça peut être quatre. Vous pouvez avoir un partenaire financier et deux partenaires industriels. Après, chacun a ses objectifs. On verra que le partenaire financier, lui, veut réaliser un TRI, donc veut pouvoir sortir avec une plus-value à terme. Donc ça, c'est les clauses qui régissent le capital qu'il va falloir structurer. Et donc vous pouvez avoir des décisions essentielles qui sont prises à l'unanimité. Par exemple, la dissolution de la société, l'acquisition d'une filiale, la souscription d'un emprunt bancaire supérieur à X millions de dirhams, le recrutement de cadres avec un salaire supérieur à X milliers ou X millions ou centaines de milliers de dirhams. Tout ça, ça peut être fixé dans le pacte d'associés, ce qui interdit en fait au directeur général ou au conseil d'administration à la majorité simple de prendre une décision que vous considérez comme structurante ou essentielle pour la société. Donc, lorsque vous vous posez avec un partenaire, c'est très important, y compris d'un point de vue psychologique, de s'asseoir et de se dire qu'est-ce qu'on veut faire ensemble, comment est-ce qu'on va réglementer nos relations dans le futur. Parce qu'au début, tout est beau, on s'entend bien, on a un projet, moi j'amène du cash, toi tu as une idée, allez on va s'associer, on est parti. Alors ça marche les premières semaines, mais très souvent il y a des divergences qui peuvent apparaître, et le fait d'avoir fixé des règles de gouvernance, qui fait quoi, comment se prennent les décisions, à quelle majorité, à quelle fréquence on se voit, est-ce qu'on peut faire de la visioconférence ou pas si vous avez des actionnaires étrangers, est-ce qu'il y a un directeur financier, qui peut nommer le directeur financier? Parce que si vous avez 51%, encore une fois, vous pouvez avoir tout le conseil d'administration, le directeur général peut recruter qui il veut, et donc vous pouvez avoir un actionnaire à 49% qui se retrouve avec très peu de protection légale. Et donc le pacte d'actionnaires est déjà essentiellement fait pour protéger le plus faible, c'est-à-dire le minoritaire, mais peut aussi donner au majoritaire un certain nombre de, on va le voir sur les clauses de sortie, forcer le minoritaire à vendre si le majoritaire veut sortir, etc. Donc vous avez
un atelier à mettre en place avec votre partenaire. Et on doit signer tout ça depuis le début? On doit le citer depuis le début ou bien... Ah oui, oui. Alors, l'idée, c'est lorsque vous constituez la société, donc vous allez déposer les statuts au greffe ou au CRI, donc vous allez faire vos démarches juridiques d'immatriculation de la société, il est quand même recommandé de signer le pacte d'actionnaire de manière concomitante. Le pacte d'actionnaire peut être signé plus tard, mais il est quand même bien d'avoir une vision, d'être sûr de pouvoir s'entendre. Et d'ailleurs, quand vous avez un troisième partenaire qui rentre au bout de 2 ans, par exemple, vous êtes 2, vous constituez une société, ça fonctionne bien, et vous décidez de faire entrer un fonds d'investissement, parce que vous avez besoin de lever des capitaux pour accélérer votre croissance. À ce moment-là, le pacte d'actionnaire que vous aviez à 2 va être modifié pour permettre l'entrée du partenaire financier qui va avoir ses exigences dans le pacte d'actionnaire qui ne sont pas les mêmes. Avec un partenaire industriel qui fait le même métier que vous, vous allez par exemple rédiger une clause de non-concurrence très précise, très structurée, qui va vous protéger contre le fait que votre partenaire ne peut pas monter une société concurrente à côté. Parce que le principe, c'est la liberté du commerce et de l'industrie. Donc vous êtes associé, vous pouvez très bien avoir une deuxième boîte qui fait la même chose à côté et vous servir du fichier client de l'une. Alors là, c'est un peu limitant en droit de la concurrence. Mais bon, ça peut s'imaginer. Si vous avez une clause de non-concurrence, à ne pas confondre avec la clause de non-concurrence du salarié, qui doit être limitée dans le temps, dans l'espace, etc. Là, une clause de non-concurrence entre associés va empêcher votre associé d'aller faire un business concurrent. On peut l'améliorer, cette clause. Ça peut être une clause de premier refus. C'est-à-dire que plutôt que d'interdire à votre associé de faire du business, vous pouvez lui dire, si vous voulez faire un business concurrent, vous devez me proposer d'abord, soit je décide de venir avec vous dans le nouveau business, soit si je ne veux pas y aller, vous pouvez y aller seul ou avec quelqu'un d'autre. Après, on peut rédiger les clauses de manière plus subtile qu'une simple clause de non-concurrence. On peut l'adapter pour qu'elle soit plus souple. Tout est à mettre sur la table au moment où on se met d'accord avec un associé. En revanche, un fonds d'investissement, vous n'allez pas lui imposer une clause de non-concurrence, parce que lui peut investir dans une société qui fait un business similaire. Ça, le fonds d'investissement, il n'est pas dirigeant, il est simplement là pour mettre de l'argent. C'est un mode de financement alternatif au financement bancaire en réalité. Il est là pour mettre de l'argent, attendre que la valeur de la société s'accroisse, et au bout de 5 ans, 7 ans, il vend sa participation. Et le fait qu'il prenne une participation dormante, c'est-à-dire là aussi sans fonction de management dans une société qui fait le même business, n'a pas à vous déranger. Le fonds d'investissement peut investir dans plusieurs sociétés du même secteur. Donc en fonction de la typologie de l'actionnariat, les clauses sont à rédiger de manière différente. Mais vous avez raison, il faut penser tout de suite au pacte d'actionnaire. Oui, excusez-moi, peut-être que ça a été dit avant que je n'arrive dans la conférence, mais qu'apporte le pacte justement d'actionnariat, oui, de plus que ce qui peut être stipulé directement dans les statuts? Parce que alors, ce que vous êtes en train de, excusez-moi, tout ce que vous êtes en train de me dire, on peut le mettre dans le statut et quitte à remodifier les statuts par la suite. Alors, donc, déjà remodifier les statuts, c'est une décision de l'Assemblée Générale extraordinaire. Donc c'est une majorité qualifiée. Si vous êtes 2 à 50-50, ça va être compliqué de modifier les statuts si l'autre n'est pas d'accord. Premièrement. Deuxièmement, les statuts sont publics, les statuts sont déposés au greffe. Vous pouvez, pour des raisons de discrétion, de confidentialité, préférer avoir un pacte d'associés qui régit vos relations, mais que ne connaissent pas la concurrence, l'administration fiscale. Ça peut être privé. C'est privé, c'est-à-dire que les pactes d'associés ne sont pas déposés, ils sont totalement privés, sauf dans les sociétés cotées en bourse, où là, pour des raisons de disclosure, il faut mentionner dans les prospectus, les notes d'information, les principales stipulations du pacte, sauf dans cette hypothèse-là, dans une société non cotée en bourse, les pactes sont totalement privés. Mais ils ont force
de loi entre les parties, c'est-à-dire que si un des associés ne respecte pas les stipulations du pacte, vous avez les juridictions, tribunaux de commerce, si vous n'avez rien précisé, ou vous pouvez préciser d'ailleurs une clause d'arbitrage qui vous permet là aussi de conserver la confidentialité de la décision qui sera rendue et qui permet de faire respecter les stipulations du pacte. Donc, ce n'est pas opposable au tiers, c'est-à-dire que vous décidez de limiter les pouvoirs du gérant. Vous dites, entre associés, alors c'est vous le gérant, mais au-dessus d'1 million de dirhams, il faut la double signature, ou il faut une décision d'associé pour vous engager. Ça n'est pas public, c'est-à-dire que si le gérant signe seul un engagement au-dessus d'1 million de dirhams, si le tiers est de bonne foi, si le tiers est informé de l'existence d'un pacte, si on lui a fait un courrier en disant « Attendez, vous allez contracter avec ce gérant, il ne peut pas », là le tiers serait de mauvaise foi, on pourrait attaquer l'acte, le contrat. Si le tiers n'est pas informé, l'acte est parfaitement valable, la société est engagée. Alors que si c'est dans les statuts, effectivement, vous pourrez toujours faire annuler l'acte parce que c'est public par définition. En revanche, le gérant qui ferait quelque chose de contraire au pacte engage sa responsabilité personnelle, donc c'est quand même relativement dissuasif et on voit des conflits entre actionnaires. On en voit. Il est tiers au pacte, je veux dire, le gérant est tiers au pacte. Alors la plupart du temps, c'est le représentant. Alors tout dépend. Tout dépend, mais généralement, c'est un représentant des actionnaires. Non, vous pouvez prendre un gérant totalement tiers. Mais là, vous l'informez des stipulations du pacte. Ou vous lui donnez une part sociale à la limite, comme ça, il est lui aussi tenu par le pacte. Il signe le pacte avec une action ou une part sociale. Donc vous avez les règles de gouvernance qui sont clés. Et vous avez, au-delà de ce que l'on peut faire, ne pas faire, l'information, parce que la loi 1795 est quand même très lacunaire sur les informations à mettre à disposition des actionnaires. C'est-à-dire qu'une fois par an, il y a un rapport de gestion, il y a des états de synthèse, etc., qui sont remis 15 jours avant le conseil d'administration qui doit arrêter les comptes et avant l'assemblée, etc. Mais vous pouvez, dans le pacte, prévoir un reporting mensuel sur le chiffre d'affaires, sur la progression des ventes, etc. Et ça, c'est l'obligation du gérant que de mettre à disposition des associés des informations plus fines qui sont prévues dans le pacte. Oui. Monsieur Julien, je lance une start-up. Oui. Alors, si un jour je vais penser à d'abord bien sûr des partenaires, qui sont les avantages ainsi que les inconvénients. Donc, je voudrais bien savoir les avantages et les inconvénients du partenariat. Alors, les avantages, c'est toujours mieux d'avancer à plusieurs que seul, parce que vous pouvez avoir une idée merveilleuse, déjà il faut le financement, et il faut pouvoir échanger avec d'autres, donc vos partenaires, pour faire avancer. Vous ne pouvez pas être bonne en marketing sur la solution technologique, sur le financement, sur les RH, l'organisation, etc. Donc forcément, vous allez avoir besoin de partenaires. Et s'agissant d'une start-up, ce qui manque la plupart du temps, c'est le financement, c'est les fonds. Et là, vous pouvez vous tourner vers des fonds d'investissement spécialisés dans les start-up. Mais là, ils vont vous proposer un pacte d'actionnaires. Et le pacte d'actionnaires vous protège également, parce que vous avez assez peu d'expérience, puisque vous êtes jeune, vous avez cette chance, vous avez assez peu d'expérience en matière d'entrepreneuriat. Et le fait d'avoir un partenaire qui a ses guidelines, qui a son expérience, qui a des process de travail, qui a des connexions chez les banques, etc., ça va quand même vous faire gagner beaucoup de temps. L'inconvénient, c'est que vous n'allez plus mettre à bord toute seule à décider de tout. Vous allez devoir rendre des comptes, parce que le fonds d'investissement n'est pas philanthrope. S'il met de l'argent dans votre société, c'est parce qu'il pense sortir au bout de 3 ans ou de 5 ans en doublant ou en triplant sa mise. Donc c'est très compliqué aujourd'hui de se lancer dans une affaire sans partenaire. Enfin, y compris d'ailleurs les Google, etc. Très rapidement, ils ont fait des tours de table parce qu'on a en tête les grands dirigeants, Mark Zuckerberg, etc. Mais il y a des gens qui sont presque aussi riches qu'eux qui sont rentrés dans les premiers tours de table où ils ont mis
très peu d'argent à l'époque pour avoir 5% de la boîte et ça vaut aujourd'hui beaucoup d'argent. Donc, Les actionnaires. pardon. Ouais, les actionnaires en fait sont devenus. Oui, ce n'est plus un choix, mais. les actionnaires d'origine, les fondateurs sont devenus tous très riches. Il n'y a pas que celui qu'on voit dans les journaux. Donc, c'est compliqué de répondre comme ça parce que je ne connais pas votre business, je ne sais pas ce que vous faites, mais sans partenaire aujourd'hui, c'est quand même difficile parce qu'il y a une course contre la montre, notamment dans vos domaines de start-up et d'entrepreneuriat digital, innovant, etc. Le facteur temps est fondamental. Et donc, si vous laissez passer des trimestres à galérer pour trouver du financement, en disant je vais commencer à faire du chiffre d'affaires pour autofinancer mon business, il y a des gens qui vont vous doubler. Alors que si vous trouvez un financement qui va tout de suite vous permettre de recruter des équipes commerciales, des équipes techniques, vous allez gagner beaucoup de temps. Mais il y a aussi donc les règles de gouvernance, je crois qu'on a à peu près vu. Ce qui est important, c'est les règles qui régissent le capital. Vous faites rentrer un fonds d'investissement, il va prendre 30%. Demain, vous trouvez une grosse société qui veut vous racheter, qui veut vous faire un gros chèque pour acheter votre solution technologique. Sauf que cette société veut avoir 100%. Ça n'intéresse pas de racheter 70% de votre société, elle veut 100%. Donc il faut que vous ayez prévu dans le pacte que si vous trouvez une offre supérieure à temps, alors le fonds d'investissement est obligé de vendre à la personne qui veut racheter vos actions. Parce que sinon, si on reste collé sur les statuts, pour reprendre votre interrogation, un actionnaire n'est jamais obligé de vendre. Il peut garder ses actions, il peut dire, attendez, vous vendez vos 70%, moi je garde les miens. Donc, pour fluidifier les processus de transmission, on met en place des règles de cession forcée où le majoritaire peut forcer le minoritaire à vendre en même temps que lui. Ou le minoritaire peut forcément. Alors, le minoritaire, lui aussi, a besoin d'être protégé parce que le fonds d'investissement, pour reprendre votre exemple, il est rentré parce que c'est vous. C'est vous le dirigeant, avec votre expérience, avec votre solution. Il n'est pas rentré parce que c'est le voisin. Donc si vous vendez vos 70%, alors le fonds d'investissement peut dire, moi dans ces cas-là, si vous n'êtes plus au capital, je veux pouvoir vendre également. Donc dans ces cas-là, ça s'appelle une clause de sortie conjointe, le fonds d'investissement peut sortir en même temps que l'actionnaire majoritaire. Parce que l'intuitu personnel, la raison pour laquelle il est rentré dans son investissement, c'est parce que c'était vous, avec votre idée innovante. Donc, et ça aussi, les statuts ne peuvent pas prévoir ce genre de clause. La loi ne prévoit pas qu'on puisse mettre ça dans les statuts. C'est forcément dans un pacte. Et dans un pacte, ça peut être beaucoup plus subtil, parce que ça peut être, si vous perdez le contrôle, vous pouvez décider, par exemple, vous avez 70%, vous pouvez décider de vendre 50,1% à une société et de garder juste 19,9% en disant, ils vont prendre le business, mais dans 5 ans, ça va avoir beaucoup grossi, donc je préfère vendre 50% aujourd'hui et 20% dans 5 ans. Donc là, est-ce que le fonds d'investissement peut vendre ses 100%, c'est 100% de ces 30%, ou est-ce qu'il peut vendre que la même quote-part que vous au capital? Tout ça était organisé dans le pacte. Et là, alors là je prêche un petit peu pour mon business, il faut que vous fassiez accompagner, parce que les fonds d'investissement, ils maîtrisent ces clauses, ils les connaissent par cœur, c'est leur outil de travail. Et ils vont vous faire signer des documents. Dans l'euphorie, vous allez prendre un gros financement, etc. Vous allez vous dire, bon, c'est pas grave, de toute manière, on verra dans 3 ans. La route, c'est tellement longue. Oui, mais sauf que si dans 3 ans, ça marche très bien, vous serez bien content d'avoir des clauses qui vous protègent et qui vous permettent de valoriser votre investissement. Parce que vous avez aussi des clauses, on appelle ça des clauses de ratchet, où si jamais la performance de l'entreprise n'est pas conforme au business plan que vous avez vendu au
fonds d'investissement. Le fonds d'investissement peut souscrire à des actions nouvelles à la valeur nominale, par exemple, pour se reluer au capital, pour ne pas perdre le montant de son investissement, et vous allez vous retrouver dilué parce que vous n'avez pas réalisé vos objectifs. Désolé, les clauses de RAT. Ratchet. Ça s'appelle R-A-T-C-H-E-T. Ah, c'est en anglais. Oui. Alors tout est dans le document. Là, je vous remettrai une présentation. Et le fonds d'investissement va vous dire non mais c'est pas grave, de toute manière ça n'arrivera jamais, tu es sûr de toi, tu vas faire ton business plan, donc tu peux signer cette clause. Oui, mais la vie c'est jamais comme on l'imagine, il peut y avoir un concurrent qui arrive, un changement de réglementation, bien sûr. Donc il faut prévoir toutes ces clauses. Vous avez les clauses classiques, dites de préemption et d'agrément, c'est-à-dire que si vous voulez vendre, alors votre partenaire a le droit de racheter par priorité à un tiers. Vous voulez vendre à 100. À la limite, peu importe que vous vendiez à la personne que vous avez identifiée ou à votre partenaire. L'essentiel, c'est que pour vous, vous avez besoin de récupérer 100. Donc on met en place des clauses de préemption qui protègent tous les actionnaires, au terme de laquelle l'actionnaire qui veut vendre doit d'abord proposer aux autres actionnaires de racheter sa participation. Ça, c'est pas prévu par la loi. Donc ça se réalise nécessairement dans un pacte. Oui. Si le droit de préemption, dans les statuts, on peut le prévoir dans les statuts. Alors la clause d'agrément est prévue par la loi, mais pas la clause d'agrément, c'est la société qui doit agréer un nouvel actionnaire. La société, donc c'est les organes sociaux, en fait c'est la collectivité des actionnaires qui doivent agréer l'entrée d'un nouvel actionnaire. Ça c'est prévu de droit par la loi. En revanche, la clause d'agrément n'est pas prévue par la loi, mais on peut la prévoir dans les statuts. Mais ça reste moins souple que sur un pacte. Oui, parce que vous pouvez avoir plusieurs catégories d'actionnaires. Vous pouvez avoir une famille avec un fonds d'investissement. Vous pouvez prévoir un droit de préemption de premier rang entre les gens de la même famille. C'est-à-dire que vous avez des actionnaires, on va les appeler A par exemple, ils sont quatre frères. Si l'un des frères veut vendre, les 3 frères ont la possibilité de racheter avant la banque, avant le fonds d'investissement. Ça, on peut l'imaginer. Ou on peut au contraire dire non, tous les actionnaires sont au même rang dans le droit de préemption. Donc tout est organisable. Excusez-moi, juste question. Ce dont on parle ici est valable bien sûr au Maroc comme en France. Oui. Les pactes d'actionnaires sont valables juridiquement parlant. En France, dans les systèmes de droit WADA, même dans les systèmes de droit anglo-saxon, encore plus dans les systèmes de droit anglo-saxon parce qu'il n'y a pas de code. Donc tout est réglementé par l'accord des parties, c'est valable. Et vous pouvez avoir, même entre Marocains, on le fait, on peut soumettre le pacte d'actionnaires au droit français ou au droit marocain, mais à la chambre d'arbitrage à Paris, par exemple. Pour certains gros dossiers, on n'a pas envie que ce soit les juridictions marocaines ou même la chambre d'arbitrage ici à Casa qui soit compétente, on va le délocaliser pour des questions de conflit d'intérêts, de confidentialité, etc. On peut tout imaginer. On peut prévoir entre 2 Marocains que ce soit le droit français qui s'applique avec un arbitrage à l'île Maurice. On fait ce qu'on veut. C'est la liberté contractuelle. L'essentiel, c'est que ça ne soit pas contraire à l'ordre public. C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas, par exemple, dans un pacte, prévoir qu'un actionnaire n'aurait jamais le droit à des dividendes. Ça, c'est interdit, c'est dans l'ordre public, c'est pas possible. Mais on parlait de droit de préemption. On disait, on va poser les principes, je pense qu'on a tous compris, c'est important qu'un actionnaire puisse préempter si un autre veut vendre. Très bien. Seulement après, tout est dans la rédaction. Quand vous devez sortir du cash pour préempter, parce que là, on imagine que la société va bien, que l'actionnaire vend, ça commence à valoir beaucoup d'argent. Vous êtes actionnaire, vous n'avez pas nécessairement mobilisé du cash pour racheter. Votre actionnaire vend à une société qui dit moi je te fais le chèque, 10 millions de dirhams, je te rachète 20%, 10 millions de dirhams, pas de problème. Comment est-ce qu'on va rédiger le droit de préemption? On peut dire que l'actionnaire qui vend
doit notifier aux autres, et les autres ont 5 jours pour dire oui ou non, et poser le chèque. Ce qui rend impossible en pratique la préemption par les actionnaires, parce qu'en 5 jours, on n'a pas le temps d'aller voir sa banque, de trouver un financement, d'avoir un accord, de nantir ses titres existants pour pouvoir obtenir le cash, etc. On peut dire, l'actionnaire a 60 jours pour répondre. Ben là, en 60 jours, en 2 mois, on a le temps d'aller trouver du financement. Donc, se faire aider d'un conseil, encore une fois, c'est moi, un autre, peu importe, c'est très important que quand vous allez rentrer dans un pacte d'actionnaires, vous fassiez attention, y compris aux détails. Parce qu'on va tous se dire, oui, préemption, ok, j'ai un droit de préemption, magnifique. Sauf que si en pratique, on n'a pas le temps de l'exercer, il ne sert à rien. Donc, Et vous êtes cher? ça dépend. Non, on a plusieurs grilles de prix, c'est toujours pareil. Quand on bosse pour les grands groupes, on a des prix grands groupes. Et quand on bosse pour des petites boîtes et on sent qu'il y a un potentiel de développement et qu'on va accompagner la société sur des années, on a des prix adaptés, bien sûr. C'est de la prestation intellectuelle, donc on n'a pas de stock, on n'achète pas de matières premières, donc on fait à peu près ce qu'on veut. Et puis on est souvent au succès, c'est-à-dire qu'on peut accompagner, et si le deal ne se fait pas, on va prendre, je sais pas, un petit défraiement, et en revanche, si le fonds d'investissement rentre, pose un gros chèque, et qu'on a contribué, et puis on peut aussi présenter des fonds d'investissement, parce qu'on les connaît, on a aussi un rôle d'accompagnement plus global. Donc vous avez ces clauses, préemption, agrément, droit de sortie forcé, droit de sortie conjointe, clause antidilution aussi, parce que la loi donne aux actionnaires un droit préférentiel de souscription, c'est-à-dire que si la société a besoin de cash, bon, c'est soit du financement, soit de l'equity, donc on décide d'une augmentation de capital. Sauf que certains actionnaires peuvent parfois ne pas pouvoir suivre, tout simplement parce que faut remettre de l'argent, parce que la société a pris de la valeur, on n'est plus à la valeur nominale de départ, mais il y a une prime d'émission importante. Donc si on veut souscrire à sa quote-part de capital, on a certes juridiquement un droit de préemption, mais un droit de préférentiel de souscription, mais économiquement, on ne peut pas exercer ce droit. Donc on peut mettre en place des clauses anti-dilution, où on dit pendant 5 ans, les actionnaires... C'est pas contraire à la loi. Non. C'est dans un pacte. L'actionnaire qui a les 2 tiers si c'est une société anonyme, les 3 quarts si c'est une SARL, s'interdit de faire une augmentation de capital. Et donc, nécessairement, les financements seront bancaires, seront de nature différente. On peut avoir aussi, ce que l'on voit et ce que demandent les fonds d'investissement, c'est des clauses d'inaliénabilité, c'est-à-dire que pendant une période déterminée, les gens s'interdisent de sortir. C'est-à-dire que l'entrepreneur qui a une super bonne idée, on va lui prêter de l'argent, mais on va investir en equity dans sa société, mais on va lui dire pendant 5 ans, tu restes. Ça, et si ce n'est pas prévu dans un pacte, l'actionnaire peut sortir. On peut avoir une inéliabilité partielle, c'est-à-dire que tu peux vendre une partie, mais tu dois garder le contrôle, tu dois au moins garder 50,1% du capital. En d'autres termes, on peut tout organiser dans un pacte d'associés. Et tout ça rentre dans les clauses anti-dilution, c'est ça? Ce que vous avez cité tout à l'heure. Oui, c'est les clauses qui organisent le capital. La clause anti-dilution, c'est une clause qui interdit à l'actionnaire majoritaire de faire une augmentation de capital pour ne pas diluer son minoritaire. Et pour l'exemple que vous avez cité de la personne qui a une idée, par exemple, on a interdit... Ça, c'est une clause d'inaliénabilité. C'est une clause d'interdiction de céder des titres pendant une période déterminée. La plupart du temps, ça va de 2 à 5 ans. Déjà 5 ans, c'est beaucoup. Obliger quelqu'un à ne pas vendre pendant 5 ans, c'est un peu le maximum. Mais en pratique, c'est 2 ans, le temps que la société prenne son essai. Il y a aussi, je pense qu'on peut créer aussi des catégories des actions, en fait. Oui. Alors, les catégories d'actions,
pour le coup, il vaut mieux les prévoir dans les statuts que dans un pacte. Ça, alors, une catégorie d'actions, c'est des actions qui donnent droit à des avantages particuliers. C'est-à-dire que le principe, c'est que chaque action a les mêmes droits politiques et les mêmes droits financiers. C'est-à-dire qu'une action a un droit de vote en assemblée, donc 3% du capital, on a 3% des droits de vote en assemblée, et on a 3% du dividende. Ça, c'est le principe légal. On peut modifier ce principe en prévoyant notamment un dividende prioritaire. Certains actionnaires, parce qu'ils ont apporté du cash, par exemple, parce qu'ils ont une idée, parce qu'ils ont financé la société autrement, parce qu'ils ont apporté un brevet, parce que, peu importe les raisons, on va considérer que ces actionnaires-là, s'il y a 100 dividendes, ils vont s'en prendre une partie, peut-être 10% de manière prioritaire, et les 90% restants vont se répartir égalitairement entre les actionnaires, y compris celui qui a touché des dividendes prioritaires. Il ne faut pas que ça déséquilibre trop, parce qu'il y a un principe après d'égalité entre actionnaires. Alors, on peut y déroger, mais c'est à faire de manière subtile. On ne peut pas dire qu'un actionnaire qui a une action a droit à 90% du dividende en mettant en place une action à dividende prioritaire. Il faut. Alors, tant que tout le monde est d'accord, il n'y a pas de problème, mais le jour où les autres actionnaires vont dire ben, c'est totalement contraire à l'esprit de la loi, etc., les tribunaux pourraient annuler des actions avec des droits politiques ou surtout financiers exorbitants. C'est surtout sur les droits financiers qu'on met en place des actions particulières. Parce que les droits politiques, on l'a vu au début de séance, ça se règle dans les pactes avec la mise en place d'une gouvernance adaptée, composition du conseil d'administration, information privilégiée, et puis décisions essentielles qui nécessitent l'accord d'une ou plusieurs catégories d'actionnaires. C'est-à-dire qu'on peut avoir 3 catégories d'actionnaires, une famille, un manager qui est venu, qui a pris 10% du capital parce qu'il vient avec son savoir-faire, sa force de travail, ses équipes, etc., et un financier. On peut dire que certaines décisions doivent être prises actionnaire A plus B, d'autres décisions nécessitent aussi l'accord de l'actionnaire C parce qu'il y a des incidences financières, etc. Donc tout est organisable dans un pacte d'actionnaires. On voit très rarement des actions avec des avantages particuliers, c'est assez rare. Ça se voit, mais c'est... on peut le voir par exemple quand il y a une fusion de 2 entités, de 2 sociétés, les actionnaires historiques d'une des 2 sociétés va dire je préfère capter le bénéfice de ma branche qui était la mienne avant par priorité et après on mutualise. Ça peut se trouver, mais c'est souvent des nids à contentieux parce qu'après il faut faire de la compta analytique. Moi j'aime pas trop, je préfère régler ça dans un pacte. Qu'est-ce que j'aurais d'autre à vous dire? Prévoir la périodicité des dividendes. Alors, les dividendes, non, les dividendes, c'est il y a un bénéfice distribuable arrêté par le conseil d'administration ou la gérance, approuvé par l'Assemblée générale des associés ou des actionnaires, et donc après, il y a la mise en place de réserves, etc., puis il y a un bénéfice distribuable. Ce bénéfice distribuable, il est distribuable une fois par an, il faut qu'il y ait de la trésorerie, parce que il y a bénéfice et trésorerie, c'est pas forcément la même chose, il faut que la société ait les moyens, la trésorerie pour distribuer le bénéfice, mais les comptes sont arrêtés une fois par an. Donc c'est une fois par an les bénéfices. Après on peut mettre en paiement, je vois ce que vous voulez dire, est-ce qu'on peut mettre en paiement, oui alors... La décision de distribution en fait. Oui, alors la décision elle est votée en Assemblée Générale et il faut théoriquement pas que ça soit plus de 9 mois après la clôture de l'exercice. Mais souvent, les sociétés ont un bénéfice distribuable, mais n'ont pas la trésorerie pour distribuer.
mais ça, c'est rarement dans les pactes. Dans le pacte, en revanche, on va prévoir la politique de distribution de dividendes. C'est-à-dire qu'on va dire que les actionnaires considèrent que le bon niveau de distribution, c'est 70% du bénéfice distribuable sera distribué aux actionnaires. Les 30% restants devant être réinvestis dans la société. Ça, on peut l'écrire dans un pacte, ce qui fait qu'il n'y a pas de mauvaise surprise, parce que au jour de la distribution, au jour de l'Assemblée générale, certains actionnaires vont dire non, on va distribuer 100%, moi j'ai besoin de cash cette année, j'ai d'autres investissements, je veux que la société distribue 100% du bénéfice distribuable. D'autres actionnaires vont dire non, moi je considère qu'il est plus important, il est de l'intérêt de la société, de conserver le cash et de le mettre en réserve, parce qu'il faut qu'on fasse une acquisition, il faut qu'on modernise l'outil industriel, etc. Donc, plutôt que d'avoir des débats en Assemblée générale, on peut, dans un pacte, dire notre objectif. Alors, si demain en Assemblée générale, quelqu'un vote autrement que ce qui est écrit dans le pacte sur l'objectif, c'est compliqué de mettre autre chose qu'un objectif, parce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui, enfin en fonction de la marge des affaires sociales, on ne peut pas dire pendant 10 ans on va distribuer 70% pile poil du bénéfice distribuable. Ça n'a pas de sens, c'est des décisions de gestion qui s'apprécient exercice par exercice. En revanche, on peut avoir une tendance dans un pacte en disant nous on investit parce qu'on va faire du cash out le plus vite possible, c'est notre objectif d'associé, on s'associe pour faire du cash out. En revanche, on peut dire notre objectif d'associé, c'est de faire grossir une société, d'investir, de racheter de l'immobilier, voilà. Mais après, en Assemblée générale, vous pouvez vous affranchir légèrement de ce qui est écrit dans les pactes d'associés. Oui. J'ai une question, s'il vous plaît. Qu'est-ce que propose, quelle possibilité offre le pacte d'actionnaires pour protéger, dans un cadre entrepreneurial, dans le cadre d'un projet entrepreneurial, pour protéger des partenaires face à d'autres, des associés, face à d'autres associés qui ne rempliraient pas leurs obligations professionnelles. Un projet entrepreneurial, 3 personnes par exemple, chaque personne a ses prérogatives, et il se trouve que l'une d'entre elles ne fait pas ce qu'elle a promis de faire, ne remplit pas ses obligations, ne remplit pas ses prérogatives, fait preuve de négligence professionnelle. J'entends. Alors, ce que l'on peut prévoir, c'est une clause de cession forcée, ce qu'on appelle le bad lever, c'est-à-dire qu'on oblige un associé à vendre ses actions à un prix décoté par rapport à la valeur de l'entreprise s'il ne respecte pas ses obligations contractuelles au terme du pacte. Donc il faut bien spécifier dans le pacte tel associé a pour fonction la direction commerciale de l'entreprise. Il est là pour développer, il a des objectifs en termes de chiffre d'affaires, de nombre de prospects, il va aller en Afrique, il doit rentrer 4 pays tous les 5 ans, etc. S'il ne respecte pas ses obligations, la sanction, ça peut être le rachat de ses actions à une valeur décotée. Il faut bien définir de manière. Il faut bien définir. Pénétrer les différents objectifs. Absolument. Sinon, parce que le jour où on met en jeu une clause de la sorte, il y a un contentieux potentiel entre associés. Celui qui se fait évincer ne va pas dire merci beaucoup, ok, je sors à 30% de la valeur et merci, au revoir. Il va dire non, j'ai pas pu parce que tel pays, il y a une guerre civile, j'ai voulu. Enfin, après, il faut bien rédiger les stipulations du pacte pour que, en cas de contentieux, les actionnaires qui restent soient protégés et que la défaillance soit clairement démontrée. Donc, ça s'appelle une clause de bad lever. Oui. Et il y a le good lever. Quelqu'un peut partir, par exemple, quelqu'un tombe malade. On reprend cet exemple, votre directeur commercial tombe gravement malade, et comme ça, c'est la vie, et donc il ne peut plus remplir ses objectifs. Et il dit, moi je veux pouvoir sortir, mais s'il vous plaît, c'est pas de ma faute, j'ai été de bonne foi, j'ai pas rempli mes objectifs, laissez-moi sortir à la vraie valeur de l'entreprise. Ça aussi, ça peut s'écrire. Donc on a la maladie, on peut fixer, cas de force majeure, on peut fixer des cas dans lesquels la défaillance n'est pas du bad lever, mais du good lever. Donc il part de manière propre.
sinon, on peut définir le fait que le bad leaver serait racheter ses parts à la valeur initiale d'achat, à la valeur nominale initiale, plutôt qu'à la valeur actuelle. Alors, tout est dans la subtilité. Il ne faut pas que ce soit disproportionné non plus. Si c'est la valeur nominale et que la boîte, depuis, a fait x 450, est-ce que ça ne serait pas disproportionné? Ce que l'on prévoit souvent, c'est une décote par rapport à la valeur de l'entreprise au jour à laquelle l'actionnaire doit sortir. C'est plus protecteur, parce qu'à force de vouloir trop bien faire et trop protéger, si la sanction est disproportionnée, un juge ou un arbitre pourrait considérer que c'est contraire à l'ordre public. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le priver non plus complètement de la valeur créée pendant la période où il a été associé. Donc, mes 30... Oui. Ma question par rapport aux obligations convertibles. Oui. Est-ce que vous savez ce que c'est? Est-ce que ça se fait entre... Un peu. Est-ce qu'on peut avoir des éclaircissements? Est-ce que ça se fait entre un mariage entre une start-up et un fonds d'investissement? Oui, oui, ça se fait beaucoup dans ce cadre-là. L'obligation convertible, l'obligation, c'est une créance que l'on a sur la société, c'est-à-dire que le fonds d'investissement va prêter de l'argent, en échange de quoi la société va émettre une obligation, c'est-à-dire que si vous prête 1000, on va par exemple émettre 10 obligations à 100, mais les modalités de remboursement de cette obligation seront soit remboursées 100 plus un intérêt, soit convertible en actions, c'est-à-dire que la société, à échéance, va émettre des actions en remboursement de son emprunt obligataire. Et donc, c'est intéressant pour le fonds d'investissement parce que la parité peut être fixée dès l'origine. Donc, si la société a surperformé, l'action qui valait 100 au moment où on a signé le contrat d'émission peut valoir 500. Donc le fonds d'investissement va décider de convertir son obligation en action, parce que le fonds d'investissement aura le choix à la fin. C'est-à-dire, soit je ne convertis pas, donc je récupère 100 plus 10 d'intérêt, très bien. Soit si l'action est supérieure, la valeur de l'action est supérieure à 100 plus 10, il va préférer convertir en action. Et c'est neutre, parce que dans ces cas-là, la société n'a pas à décaisser 110 à la fin, elle n'a pas à rembourser en cash, elle rembourse en action. Mais elle a un nouvel actionnaire. Mais elle a un nouvel actionnaire. Et les actionnaires existants sont dilués. Donc, il faut... voilà. Et ça se fait en augmentation de capital, la création Alors on a plusieurs sortes. On peut avoir ce qu'on appelle des ORAN, c'est des obligations remboursables en actions nouvelles ou existantes. C'est-à-dire que ça peut être soit des actions autodétenues par la société, qui peut détenir jusqu'à 10% de son capital. Donc elle a ces actions à son bilan. Soit ce sont les actionnaires qui s'engagent à mettre à disposition les actions existantes qui vont servir. Il y aura après une créance de l'actionnaire sur la société, ça sera du compte courant, parce qu'on aura mis à disposition des actions existantes, lesquelles serviront au remboursement de l'emprunt obligataire. Soit des actions nouvelles. Alors on peut aussi avoir des parités ajustables, c'est-à-dire qu'en fonction de certains objectifs, si on n'a pas rempli tous les objectifs, l'obligation doit être remboursée avec 2 actions. Si on a rempli ces objectifs, ça sera une seule action, parce que la valeur de l'action sera plus importante. Donc la dilution des actionnaires existants sera moins importante si la société a rempli ses objectifs, parce qu'elle va rembourser sa dette obligataire avec une action et non pas 2 actions, ou 3 actions, ou 4 actions. Donc c'est aussi une façon pour le fonds d'investissement d'inciter les fondateurs à bien travailler pour créer de la valeur, et c'est une façon pour le fonds d'investissement de se protéger, parce que quoi qu'il se passe, il va retrouver sa valeur, parce que ça sera fonction du nombre d'actions qui seront attachées à l'obligation. Donc ça, c'est avec des parités ajustables. Et ça, on le prévoit dans les pactes, c'est-à-dire que là aussi, la liberté contractuelle est importante, on fait à peu près ce qu'on veut. Alors si on a une clause
dans le pacte d'actionnaires qui est en contradiction avec les statuts. Par Oui. exemple, la majorité dans les statuts c'est le 3/4, et dans le pacte d'actionnaires c'est l'unanimité. Oui, alors là, c'est que vos avocats, on a travaillé. Mais si on a ça, c'est les statuts qui prévalent. Ah. Les statuts sont publiés, sont publics, les statuts prévalent. Mais si on a une clause spécifique, par exemple, pour l'engagement d'un nouvel actionnaire, pour la rentrée d'un nouvel actionnaire, il faut l'unanimité des autres actionnaires. Oui. Par exemple, dans une clinique, il doit être un médecin pour qu'il soit actionnaire. Mhm. Dans ce cas-là, on exige l'unanimité. Mhm. Mais ce cas-là, on n'en parle pas dans les statuts, par exemple. D'un point de vue théorique, si on va en contentieux, c'est-à-dire que le nouvel entrant qui est rentré, donc quelqu'un lui aurait cédé des parts, j'imagine, en contravention du pacte d'actionnaire. S'il est de bonne foi, c'est-à-dire que s'il n'avait pas connaissance du pacte d'actionnaire, mais c'est pas à lui de démontrer qu'il n'en avait pas connaissance, c'est aux autres à démontrer qu'il avait connaissance du pacte d'actionnaire. Parce que s'il avait connaissance du pacte d'actionnaire, il ne peut pas dire bah, moi je ne savais pas, je me suis fondé sur les statuts. Dans ces cas-là, le pacte va s'appliquer. S'il n'avait pas connaissance, donc il est de bonne foi, c'est les statuts qui prévalent. Lui pourra dire attendez, moi j'ai acheté ces actions auprès de ce monsieur, on me les a vendues, j'ai sorti les statuts, j'ai sorti le modèle J, la data. Rien ne m'interdisait d'acheter ces actions, je les ai achetées, je les ai payées, et après c'est les autres actionnaires qui vont se retourner contre l'actionnaire qui a vendu en méconnaissance du pacte, ils vont obtenir des dommages-intérêts parce qu'ils ont subi un préjudice du fait de l'entrée d'un nouvel actionnaire en méconnaissance du pacte. Est-ce qu'un fonds d'investissement peut se trouver actionnaire dans deux entités concurrentes? Oui. Sans aucun problème. Alors, c'est la liberté du commerce et de l'industrie. La réponse est oui. Ce que l'on disait tout à l'heure, c'est qu'on peut prévoir des clauses de non-concurrence, mais les fonds d'investissement sont très réticents à avoir des clauses de non-concurrence parce qu'ils veulent pouvoir investir dans des entreprises, si ce n'est identiques, du moins similaires. En immobilier, par exemple, c'est un domaine qui marche bien aussi. C'est plutôt le secteur. Et les fonds d'investissement sont souvent d'ailleurs spécialisés par secteur, ça peut leur arriver. Donc vous ne pouvez pas leur interdire d'être actionnaire de plusieurs sociétés ayant des activités concurrentes. Ce que l'on peut leur interdire, c'est d'avoir des positions de dirigeants dans des sociétés ayant des activités concurrentes. Parce que le dirigeant, l'administrateur ou le directeur général, il a un devoir de loyauté vis-à-vis de la société dont il est soit membre du conseil d'administration, soit salarié ou autre. Et donc, il ne pourrait pas notamment se servir d'informations confidentielles divulguées au sein d'un conseil d'administration pour, au sein d'une autre entreprise, aller pitcher, remporter des deals, pitcher moins cher sur un marché pour l'avoir, etc. Ça, c'est impossible. Et les fonds d'investissement, maintenant, font quand même très très attention aux règles de compliance, et parce qu'ils se sont trouvés dans des positions compliquées, il y a des équipes de gestion, y compris au Maroc, qui se sont fait taper sur les doigts. Donc, vous ne verrez pas de fonds d'investissement ayant des positions majoritaires au conseil d'administration de deux sociétés concurrentes. Ils se font la police eux-mêmes. Mais investir de manière minoritaire, avec juste un droit d'information régulier sur ce qui se passe, sur la vie de l'entreprise, un droit de veto sur des décisions essentielles, tant qu'ils ne sont pas dirigeants de fait, enfin de droit, c'est évident, ou de fait avec un pacte d'actionnaires qui leur accorderait trop de droits, ils peuvent investir dans plusieurs sociétés concurrentes. Généralement, pour avoir de nouveaux financements, ils exigent des conditions, des décisions, des investissements quelque part dans les continents. Eux, ils ont quand même un pouvoir derrière. En fait. Oui, mais ce que l'on voit parfois, ce qu'on appelle des build-up, c'est-à-dire qu'un fonds d'investissement investit dans deux sociétés concurrentes voisines et après il les rapproche. Il les rapproche, on met en place des synergies, ça peut aller jusqu'à la fusion, mais ça peut au moins permettre la mise en place de synergies. C'est souvent même avantageux
pour les sociétés dans lesquelles les fonds d'investissement investissent. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire des arbitrages en disant bah, toi, tu vas te concentrer sur l'Afrique de l'Ouest, toi, tu vas rester sur le Maroc, parce que, et il ne va pas te fatiguer sur. Enfin, ça peut aussi. Parce que si vous faites rentrer des fonds d'investissement à vos tours de table, c'est d'une part pour avoir du cash, mais d'autre part aussi pour avoir l'expertise métier des hommes et des femmes qui constituent les équipes de gestion. Et si vous leur interdisez de faire du business dans des boîtes concurrentes, ils ne vont pas avoir beaucoup de valeur ajoutée à vous apporter. Donc c'est à traiter subtilement, mais en théorie la réponse est oui, ils peuvent investir dans des sociétés concurrentes. Oui. J'ai deux petites questions pour les entreprises cotées oui. À la bourse. Oui. Est-ce que les minoritaires, par exemple, peuvent contester l'augmentation de capital, surtout quand ils voient que bon, c'est pas clair, elle n'a pas d'objectif, les résultats de l'entreprise baissent, et l'entreprise en profite pour encore humilier donc les minoritaires, donc elle propose une augmentation de capital. Alors, c'est compliqué. En tout cas, en droit des sociétés, c'est compliqué parce que s'agissant d'une société cotée, c'est une société anonyme, donc c'est les 2/3 des droits de vote qui sont nécessaires pour faire l'augmentation de capital. C'est la règle de la démocratie. Si c'est une société cotée, on a un organisme de régulation qui s'appelle l'AMMC, qui va vérifier plusieurs choses, qui va vérifier la qualité de l'information donnée aux actionnaires, puisqu'on aura une note d'information visée par la MMC qui doit contenir un certain nombre d'éléments juridiques, financiers, comptables, etc., avec des attestations des commissaires aux comptes. Ça ne se fait pas n'importe comment, une augmentation de capital d'une société cotée. Et puis vous avez d'autre part la loi de la majorité. Si 2/3 des actionnaires ont décidé d'une augmentation de capital, c'est quand même compliqué, vous, en tant que minoritaire, de bloquer la marche sociale. Vous avez la protection du droit préférentiel de souscription, qui peut être supprimé, c'est vrai, qui peut être supprimé, mais là aussi par une résolution votée aux 2/3. Mais la plupart du temps, quand on voit des augmentations de capital de sociétés cotées, il y a maintien du droit préférentiel de souscription. Donc votre protection, elle est dans la possibilité de ne pas être diluée. Ce que l'on disait tout à l'heure, c'est qu'il faut du cash pour ne pas être dilué, et il faut croire dans l'avenir de la société. Mais c'est compliqué. Vous pouvez attaquer en tant que minoritaire sur des éventuelles fautes de gestion, mais ça ne sera pas sur la décision d'augmentation de capital. Vous pourrez, avec une action, intenter une action juridique en responsabilité des dirigeants. 3 cas: violation des statuts, violation de la loi, faute de gestion. Ce que vous évoquez, c'est plutôt faute de gestion. Même avec une action, vous pouvez demander la réparation du préjudice que vous avez subi si vous considérez que les dirigeants ont commis une faute de gestion. Étant entendu qu'une mauvaise gestion n'est pas nécessairement une faute de gestion. On a le droit de se planter. J'aurais une question concernant la clause d'exclusivité. Oui. En fait, si vous avez des exemples, puis pour les gens qui ne respectent pas cette clause, quelles sont les sanctions qui peuvent subir? Les sanctions très variées. On peut avoir ce qu'on disait tout à l'heure, on vous rachète à 30% du prix de la boîte. On peut avoir une clause pénale, c'est-à-dire une somme forfaitaire fixe en cas de non-respect de la clause d'exclusivité. On peut avoir pas de sanction du tout, donc on retombe sur le droit commun des contrats, c'est-à-dire que vous allez demander la réparation du préjudice que vous avez subi en cas de concurrence avérée, c'est-à-dire que si vous arrivez à démontrer que votre associé, alors souvent ça passe par des prête-noms, c'est compliqué, on est son frère, son cousin, etc. Moi, ça peut être des dirigeants, même pas les associés. Mais s'ils sont dirigeants à côté, et que vous le savez, vous sortez le modèle J,
qui sont administrateurs ou directeurs généraux d'une société directement concurrente de la vôtre, alors qu'ils ont signé une clause d'exclusivité ou de non-concurrence, vous allez devant le tribunal de commerce, une action en responsabilité contractuelle, et là vous les allumez. Mais si la personne, désolé pour vous avoir interrompu, si la personne n'est pas dirigeante dans l'autre société, si elle participe juste... si elle est actionnaire. Pas nécessairement. Mais si elle a un poste dans l'autre... genre un poste mais pas dirigeant. Un poste de salarié. Par exemple, consultant ou... Ouais. Consultant, c'est plus compliqué à démontrer. Parce qu'après, il y a toujours une question de preuve. Et les gens qui s'amusent à faire de la concurrence déloyale sont déloyaux. Donc ils mettent souvent en place des mécanismes où on a un peu plus de mal à les attraper. Ils sont rarement directeurs généraux ou directeurs financiers, salariés, CNSS, etc. Contrat de consultant, bon... Mais la sanction, c'est vous demander la réparation du préjudice subi. Et puis dans le contrat, comment on peut exprimer la clause d'exclusivité? Parce que le problème, c'est que parfois, il y a des clauses dans le contrat, mais on n'arrive pas à les distinguer. Ils sont exprimés d'une manière... Alors déjà, il faut bien délimiter l'activité. Ce qui est important, c'est que vous posiez, qu'est-ce que je fais? Je vends des matelas. Donc toute vente de matelas, achat, vente, importation, exportation, on délimite bien l'activité qui est sujette à la non-concurrence. Une fois qu'on a l'activité, il faut qualifier qu'est-ce que l'activité concurrence. Poste de salarié, administrateur, actionnaire, consultant, si vous voulez, d'une société exerçant, Donc il faut bien délimiter ce qui est interdit. Parce que s'il achète en tant qu'actionnaire minoritaire d'une société cotée en bourse qui fait du matelas, imaginons de Lidl se met en bourse, vous achetez 3 actions de chez de Lidl parce que vous considérez que c'est un investissement patrimonial, etc. Mais qu'à côté de ça, vous êtes actionnaire d'une petite boîte qui va faire du matelas plus traditionnel, etc. Est-ce que vous pouvez interdire à la personne d'acheter 3 actions d'une société cotée en bourse? Non, la réponse est non. Donc la plupart du temps, on dit tout investissement conduisant à une prise de participation supérieure à 5% du capital, tout poste de direction, conseil d'administration, conseil de surveillance, gérant, salarié, et puis on peut rajouter consultant, etc. Mais ça dépend de l'activité, ça dépend de plein de choses. Et puis, on va dire que la clause de non-concurrence peut tomber 12 mois après qu'il ait quitté, qu'il ait vendu ses actions dans votre société. Parce que au bout de 12 mois ou 24 mois, on va considérer que, d'une part, il a le droit de faire du commerce et de l'industrie, donc on ne peut pas l'empêcher à vie, sous prétexte qu'il a été associé 3 jours chez vous, de faire le même métier. Voilà, tout est question de mesure après. Oui. Toujours pour une entreprise cotée, donc, quels sont les recours donc, pour, si on soupçonne qu'il y a une mauvaise gestion, des gouvernances, etc., donc peut-être même des détournements, etc. Quels sont les recours qu'on peut faire pour... Alors, les recours, comme je vous l'ai dit, vous pouvez intenter une action civile en responsabilité contre les dirigeants. Donc vous allez déposer une requête auprès du tribunal de commerce et vous allez dire le dirigeant de cette société, n'importe quoi, la Samir, c'est un bon exemple. a obtenu des financements démesurés, avec des taux d'intérêt exorbitants, en consentant des sûretés qu'il ne fallait pas consentir. Le dirigeant a détourné parce qu'il a pris des coms sur le gré de la raffinerie, etc. Donc vous allez devant le tribunal de commerce. Si vous avez des soupçons d'agissements pénaux, c'est-à-dire abus de biens sociaux, etc., vous allez déposer une plainte pénale entre les mains du procureur qui va instruire le dossier. Il y aura peut-être un expert qui va être désigné. Et puis, voilà.
si vous arrivez à démontrer qu'il y a une faute de gestion ou s'il y a eu des agissements susceptibles d'être qualifiés pénalement, le tribunal va vous donner raison, il va vous indemniser sur le préjudice civil subi. Donc ça va dépendre aussi du nombre d'actions que vous avez. Si vous avez 3 actions, votre préjudice va être évidemment beaucoup moins important que si vous avez 15% du capital. Et parce que c'est le préjudice que vous avez subi personnellement en qualité d'associé, enfin d'actionnaire, qui sera indemnisé. Et puis s'il y a des plaintes pénales, là vous ne serez pas indemnisé. Là c'est une peine de prison, une amende, etc. Voilà, mais écoutez, je ne sais pas, on a un peu fait le tour. Merci. Merci à vous. Donc là, j'ai des brochures pour ceux qui n'en ont pas pris, qui sont un peu plus structurées que mon discours qui était un peu à la volée. Merci beaucoup. Merci à vous.